Alors dans cette nouvelle leçon, nous avons du pain sur la planche puisque nous allons créer 3 choses. La première des choses, ça sera le tir de projectiles. Nous allons faire en sorte de pouvoir tirer des projectiles en appuyant sur un bouton spécifique. Ensuite, nous allons implémenter le fait de ne pouvoir tirer des projectiles que si on a ramassé un objet spécifique, en l'occurrence la potion magique. Et enfin, nous allons implémenter un objet destructible qui aura des points de vie et qui va être détruit après un certain nombre de hits par le projectile. En l'occurrence, on aura une caisse qui, quand elle va être touchée par 3 projectiles à la suite, par exemple, va être complètement détruite et nous ouvrir le passage. Alors pour commencer, nous allons ajouter un nouvel input à notre configuration justement pour prendre en compte le tir de projectile. Donc j'appuie sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier Core, ensuite Inputs, et ici je vais ajouter un nouvel input action. Donc je vais faire un clic droit, je vais venir dans Input ici, et là je vais choisir Input Action. Donc juste à côté de mon bras droit, je vais cliquer sur ça et je vais appeler ça INP pour Input _ Fire Projectile. Voilà, je vais ouvrir ça. Et en fait ici, étant donné que c'est juste un bouton qu'on va appuyer pour lancer des projectiles, on va laisser ça à Digital Bool. Donc là, je vais fermer ça. Je vais appuyer sur CTRL espace. Et maintenant, tout ce qu'il nous faut, c'est ajouter le tir de projectile à notre Input Mapping Context pour prendre en compte ce tir de projectile avec pour faire en sorte que le tir de projectile soit assigné à une touche spécifique. Donc ici, je vais ajouter un mapping. Je vais cliquer sur le petit plus. Voilà. C'est un peu chiant pour le coup. Il veut tout déplier. Voilà. Et ici, je vais choisir le INP Fire Projectile. Voilà. Donc INP Fire Projectile. Et ici, je vais l'assigner. Donc, je vais appuyer sur le petit clavier. Je vais appuyer sur la touche 3 de mon clavier numérique. Voilà. Ensuite, je vais appuyer ici sur le petit plus pour ajouter une autre touche. C'est chiant, ça déplie à chaque fois les autres, mais bon, c'est pas grave. Et ici, donc Fire Projectile, je vais cliquer sur le petit clavier pour dire, bah écoute, je veux assigner le bouton gauche de ma souris. Donc je vais cliquer avec le bouton gauche de ma souris. Voilà. Et enfin, quelle touche je peux utiliser? Ouais, je vais faire un petit plus encore une fois. Et cette fois-ci, je vais assigner une touche de ma manette. Donc je vais cliquer ici, je vais taper Gamepad, Face, Button et je vais prendre Left. Ça va être le bouton X de ma manette Xbox, en l'occurrence le bouton carré si je ne me trompe pas sur les manettes de PlayStation. Donc là c'est bon, je vais sauvegarder et du coup maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on peut implémenter notre tir de projectile. Donc je vais ouvrir le Scientist, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le dossier Core et je vais choisir le BP Scientist. Je vais double-cliquer sur le BP Scientist et ici je vais aller me cacher quelque part. On va aller se mettre, allez, ici, tant qu'à faire. Je vais faire un clic droit, je vais taper INP Fire et je vais choisir le Enhanced Action Events INP Fire Projectile. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton, donc moi, en l'occurrence, ça va être le bouton gauche de la souris, dès que je vais cliquer, je vais lancer un projectile. Donc ici, pour lancer un projectile, étant donné qu'il a déjà les mouvements d'un projectile avec le Projectile Movement, justement, tout ce qu'on a à faire, c'est juste le faire apparaître à un endroit défini, l'endroit où on veut qu'il apparaisse, et automatiquement il devrait partir vers l'avant. Donc ici, je vais prendre la partie Started, donc dès qu'on appuie sur le bouton, et je vais taper Spawn Actor. Et je vais prendre un Spawn Actor from Class. Voilà. Ici, quel acteur je vais faire apparaître? C'est simple, je vais faire apparaître un BP Projectile. Donc là, je vais taper BP Projectile. Voilà, je vais prendre celui-là. Pour faire apparaître un BP projectile. Et à quel endroit est-ce que je vais le faire apparaître? Donc le Spawn Transform, je vais le faire apparaître à l'endroit où il y a l'acteur. Donc ici, je vais faire un clic droit, je vais taper Get Actor Transform. Donc pour rappel, le Transform, c'est l'ensemble des données qui permettent de situer un acteur dans le monde. Donc on a la position, l'orientation et le scale. Donc ici, je fais clic droit, Split, et vous voyez qu'on a Location, Rotation et Scale. D'accord? Donc ici, je reclique pour recombiner tout ça. Recombine Struct Pin. Et je vais brancher tout ça ici. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter également un son. Donc je vais tirer un câble, je vais faire Spawn, Sound 2D, parce que j'ai un son justement qui est dédié au tir de projectile. Et ici, le son en question, je vais cliquer dessus et je vais choisir Shoot. Shoot, celui-là. Voilà. Il me semble que ce son va être un petit peu trop fort, donc je vais mettre le multiplayer, le volume à 0,5. Et là, je vais compiler, sauvegarder, et je vais lancer l'exécution. Donc là, si je me mets ici, hop, et que je tire,
Voilà, on a bien le projectile qui part. Alors le son est peut-être légèrement trop bas sur mon ordi. Voilà, je vais le mettre ici, comme ça. Et donc là, si vous faites bien gaffe, lorsque je tire, il y a un truc bizarre qui se passe, comme si la caméra elle bouge. Voilà, vous voyez ce qui se passe là? Je tire. En fait, ce qui se passe, en gros, c'est que lorsque le projectile apparaît, étant donné qu'on le fait apparaître en plein sur le player, le souci, c'est qu'entre le player et le projectile, il y a le selfie stick qui est là. En gros, le selfie stick, il a un paramètre qui dit, en quelque sorte, que dès qu'il y a un acteur qui entre, qui traverse le selfie stick, eh ben, en fait, automatiquement, le selfie stick va prendre en compte les collisions et va essayer de se recaler. C'est-à-dire que, vous voyez, dans les jeux, je sais pas comment expliquer ça, dans les jeux, lorsque vous avez une caméra qui se balade, dès que vous allez entrer dans une salle qui est un petit peu exiguë, on va dire, la caméra va se rapprocher tout doucement. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est que justement, s'il y a une collision qui apparaît ici, en fait, si on dit au selfie stick de prendre en compte les collisions, automatiquement, la caméra, elle va se déplacer et elle va se rapprocher ici pour éviter l'obstacle. Nous, on ne veut pas de ce comportement-là. On veut juste que la caméra reste à la même distance. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas poser problème dans le cas de notre jeu. Du coup, on va venir ici, on va sélectionner le selfie stick. Et là, vous allez venir sur la droite et vous avez un paramètre qui s'appelle Do Collision Test. Ça veut dire, est-ce qu'on fait le test de collision? Est-ce qu'on prend en compte les collisions? On va décocher ça. Voilà. Et maintenant, je vais compiler, sauvegarder, je vais lancer. Et là, vous voyez que si je tire, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de problème avec la caméra. Donc, je vais supprimer le projectile que j'avais mis par défaut. Voilà, je vais relancer l'exécution. Et ici, en fait, si je tire, vous allez voir qu'il y a un souci. Donc là, je tire. Ok, ça a l'air de fonctionner. Par contre, le souci, c'est que si vous êtes têtu comme moi, vous allez tester par tous les moyens de casser une démo. Et donc, vous pouvez, en fait, spammer. Voilà, donc là, désolé pour les oreilles, hein, mais en gros, voilà, c'est pour montrer que c'est possible de spammer. Nous, on ne veut pas de ça. On veut empêcher le joueur de spammer les projectiles. On veut lui donner une sorte de cooldown. Lui dire, bah écoute, quand tu vas tirer un projectile, tu vas attendre un petit moment quand même avant de pouvoir tirer. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais venir dans le BP Scientist. Et ici, je vais dans l'Event Graph. Et là, en fait, nous allons utiliser une fonctionnalité qui est normalement nouvelle pour vous si vous débutez vraiment sur Unreal depuis ma première formation. Vous allez venir ici, vous allez tirer un câble et vous allez taper Do Once. Et vous allez prendre le Do Once, celui-là. D'accord? C'est le petit 1 avec la flèche. Là. Vous allez cliquer dessus, ça va vous mettre ce truc-là. Alors, ce node-là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il fait exactement ce qu'il dit. Do Once, en anglais, ça veut dire on ne fait qu'une fois. Donc, regardez, on va juste le laisser tel quel et on va lancer l'exécution. Là, si je tire, je vais tirer un premier projectile. Et là, maintenant, je ne peux plus tirer. Parce qu'on lui a dit, écoute, tu ne tires qu'une seule fois. D'accord? Donc nous, on veut pouvoir faire en sorte de pouvoir tirer plusieurs fois, mais à intervalles définis, on va dire. Donc je vais sortir d'ici. Et en fait, ce qui est bien avec le Do Once, c'est que ici, on dit tu ne passes qu'une seule fois. Et ce paramètre-là, le reset, permet en gros de réouvrir le passage. Ok? C'est comme si vous aviez un vigile, un videur qui dit, ok, tu passes une première fois, tu dis, ok, c'est bon, tu peux passer. Tu dis au videur, écoute, lorsque je vais t'envoyer le message par le reset, tu réouvres la porte et tu ne fais passer encore qu'une seule fois une personne. Ok? Le start close, ça permet juste de dire, écoute, tu commences et t'es fermé de base, tu attends que je t'envoie le message pour te dire de t'ouvrir. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire un clic droit et je vais faire un custom event. Oups, pardon. Je vais faire un custom event et je vais l'appeler trigger et je vais l'appeler cooldown. Voilà. Trigger cooldown, on va le brancher ici. Voilà. Et ensuite, ici, à la fin, on va faire appel au trigger cooldown. Voilà, ça va se passer comme ça. D'accord? Donc, je vais mettre ça en plein écran, donc à faire ici, voilà. Donc là, ce qui va se passer, c'est que dès qu'on va tirer un projectile, on va passer une fois, on va faire apparaître le projectile, on va jouer le son, et ensuite on va lancer le cooldown qui va permettre de réouvrir le passage pour qu'on puisse repasser. Alors, tel quel, ça ne va pas fonctionner parce qu'on va pouvoir spammer, vu que automatiquement, on dit qu'on ne passe qu'une seule fois, mais à la fin, on réouvre tout de suite après. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit cooldown, justement, qui va dire, écoute, tu attends. Et en fait, comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, vous allez tirer un câble et vous allez faire delay, D-E-L-A-Y, delay. Et vous allez prendre ce truc-là, delay. Le delay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement, si je ne me trompe pas, on appelle ça des événements latents. En quelque sorte, ça veut dire que c'est un événement qui va bloquer l'exécution pendant un petit moment. Donc ici, en gros, quand vous allez venir là,
Le delay, il va attendre, il va s'arrêter ici, il va attendre 0,2 secondes et ensuite il va partir. D'accord? Donc c'est bien pour ça que vous avez ici une petite horloge qui apparaît. Donc là, le duration, je vais mettre ça à 0,5 pour dire, ben, tu ne peux passer que après 0,5 secondes. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'on va tirer le projectile et tout. Arrivé là, quand on va appeler ça, on va lancer par ici, on va attendre là. Et là, on va attendre 0,5 secondes. Et ensuite, après 0,5 secondes, on va réouvrir. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pourra tirer de projectile qu'une fois toutes les 0,5 secondes. Donc là, c'est bon. Je vais fermer ça. Je vais compiler. Tiens, je vais rouvrir l'event graph parce qu'on aura sûrement encore besoin. Donc je double-clique ici. Je vais venir là, voilà. Et donc là, si je lance l'exécution, voilà, là, vous voyez que le bouton jaune, il apparaît tout simplement parce que je suis en train de spammer. Donc vous voyez que là, c'est mieux contrôlé, on ne peut plus spammer. Par contre, vous avez sûrement remarqué qu'il y avait un petit souci, c'est que ici, si je me regarde à gauche et que je tire, le projectile, il part quand même vers la droite. Pourquoi? Tout simplement parce que le transform de base ici, il prend le transform de l'acteur, c'est-à-dire qu'il prend l'orientation de l'acteur. Et si vous vous rappelez bien, le scientifique, lorsqu'il se tourne, il ne tourne pas l'acteur, il tourne en fait le sprite. Il prend le sprite et il se retourne. Mais en fait, en gros, cette flèche-là, elle pointe toujours vers la droite. D'accord? Donc nous, pour corriger ça, on va lui dire, écoute, tu prends la position de l'acteur, mais l'orientation, tu vas prendre celle du sprite. D'accord? Donc on peut venir ici dans Event Graph. Et là, vous allez venir dans cette partie-là. Vous allez prendre ce node-là, vous allez le supprimer. Donc je suis bien dans le Fire Projectile. Hein. Donc ici, ce que je vais faire un peu de place. Là, je vais faire un clic droit sur le Spawn Transform et je vais le déplier. Clic droit, Split. Voilà. Ici, je vais faire un clic droit, je vais faire un Get Actor Location. Et je vais dire, bah écoute, tu prends la position de l'acteur. Par contre, l'orientation, je veux que tu prennes l'orientation du sprite, parce que c'est le sprite qui se retourne. D'accord? Donc je vais prendre le sprite ici. Je vais le mettre là. Je vais tirer un câble et je vais faire un Get World Rotation. Pour prendre la rotation du sprite. Donc je vais brancher ça ici. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner justement parce que je dis que ben voilà, je prends la position de l'acteur, mais l'orientation du sprite. Donc je compile, je sauvegarde, je lance l'exécution. Et donc là, si je me tourne, vous voyez que ça fonctionne correctement parce que je peux tirer des projectiles dans les deux directions. Donc ça, c'est bon, et maintenant on va pouvoir passer à la suite. Alors dans notre jeu, le héros ne pourra tirer des projectiles qu'une fois qu'il aura ramassé la potion magique. Alors nous allons implémenter justement cette potion magique là tout de suite, mais du coup pour commencer, nous allons empêcher le joueur de pouvoir tirer des projectiles, car c'est la potion qui va activer cette fonctionnalité. Alors comment est-ce que je vais faire ça? C'est simple, hein, je vais vous expliquer juste avant là, qu'en fait le Do Once ici, on peut cocher cette option Start Closed qui permet de fermer automatiquement l'accès. D'accord? De base, on va dire bah, l'accès, il est désactivé. Donc là, si je lance l'exécution et que j'essaye de tirer des projectiles, vous voyez que le rang jaune apparaît. Donc ça n'apparaît pas du tout. D'accord? Donc ça, c'est bon. Et maintenant, juste avant d'implémenter notre power-up, je vais éloigner ça. Et ici, je vais créer un nouvel événement. Je vais faire un clic droit, Custom Event, et je vais appeler ça Enable Projectile. Donc activer le projectile. Je vais brancher ça ici. Et en fait, vous allez voir, cet événement-là, ça va être un événement finalement qui va être appelé plus tard lorsqu'on va vouloir activer le tir de projectile. Donc dès qu'on aura ramassé la potion, on va faire appel à cette fonction-là et automatiquement ça va ouvrir et on pourra tirer des projectiles comme on le faisait juste avant. Donc ici, je vais compiler, sauvegarder et maintenant nous allons créer le blueprint de la potion magique. Donc je vais appuyer sur CTRL espace, je vais dans le dossier Core et ici je vais faire un clic droit, Blueprint Class et je vais choisir la classe Actor. Parce que la potion, ça va être un acteur qui ne peut pas être possédé. Donc je clique sur Actor et je vais appeler ça BP underscore Potion, la potion. Je vais ouvrir ça, BP Potion. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter dans un premier temps un Sphere Collision. Je vais taper Sphere, une collision de type sphère. Sphere Collision. D'accord? Ensuite, la sphère, je vais la mettre en route. Ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais bon, j'ai l'impression d'activer la sphère. Et maintenant, il nous faut du coup une apparence pour notre potion. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? C'est simple, j'ai créé des sprites justement dédiés à ça. Donc, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais aller dans le dossier A. Ensuite, je vais aller dans Interactables, donc les interactibles. Je vais aller dans Potion. Et là, nous avons notre fameuse potion. D'accord? Ça ressemble à ça. OK? Donc ici, je vais fermer ça. Je vais appuyer sur CTRL espace.
je vais faire un clic droit sur la potion et nous allons extraire les sprites. Donc Sprite Actions, Extract Sprites. Je vais cliquer dessus et voilà. Donc là, comme d'habitude, vous voyez que Unreal Engine a détecté automatiquement les potions. Sauf que, si vous regardez bien, imaginez qu'on extrait la potion comme ça. Tiens, on va le faire. Je vais vous montrer un truc. On va extraire la potion comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vais faire ici. Moi, je veux juste vous montrer quelque chose. Donc là, automatiquement, Unreal Engine a détecté, ok, il a détecté les potions, les sprites. On va dire, ok, bah c'est correct. On va cliquer sur Extract. Donc là, on a l'ensemble des potions qui ont été extraites. Maintenant, je vais faire un clic droit sur tout ça et je vais faire un Create Flipbook pour créer le flipbook. Et regardez ce qui va se passer. Je vais ouvrir le flipbook. Donc là, ça l'a ouvert. Là, vous voyez que bon, c'est une animation qui un peu moyenne pour le coup, c'est pas extraordinaire. Sauf que ce qui se passe, c'est que regardez, je vais revenir, je vais tout supprimer pour annuler les changements là. Voilà, je fais un delete. Et maintenant, on va refaire l'extraction. Clic droit, Sprite Actions, Extract Sprites. Et là, maintenant, plutôt que de laisser Unreal choisir, je vais lui dire, écoute, moi, je veux que ce soit un grid. Parce que le grid, je connais les dimensions de mes sprites. Donc ici, encore une fois, la petite astuce consiste à dire, bah, écoute, on va diviser par le nombre de sprites qu'on observe. Donc là, ici, on a 1, 2, 3, 4 en largeur. Donc dans width, on va diviser la taille par 4. Voilà. Ensuite, on a 1, 2, 3 en hauteur. Donc là, ici, on va diviser par 3. Voilà. Donc là, on a ces sprites. Ok, vous voyez que là, il y a quelque chose qui a changé. Je ne sais pas si vous remarquez, mais en fait, en gros, la potion, elle est bien dans un cadre, mais en plus de ça, elle se déplace. Regardez, là, elle monte légèrement dans le cadre. Ensuite, elle redescend légèrement et elle remonte. Vous allez voir, ça va être plutôt joli une fois que ça va être extrait. Je vais cliquer sur Extract. Et là, je vais tout sélectionner. Alors, ce qui change, je ne sais pas pourquoi, mais des fois, il les met dans l'autre sens. Donc, je vais sortir du dossier, je vais venir dans Potion. Et normalement, là, c'est bien rangé. Potion 1, 2, 3, 4, 5. Je vais sélectionner tous les sprites. Je vais faire un clic droit sur le 0. N'oubliez pas, vous faites un clic droit sur le premier sprite. Clic droit sur le 0. Create Flipbook. Et là, je vais appeler ça PFB underscore potion. Donc, Paper Flipbook potion. Je vais ouvrir ça et regardez ce qui se passe maintenant. Hop, je l'ai ouvert. Et regardez maintenant ce qui se passe. Et voilà. En fait, notre potion, elle se déplace. Alors que si on avait laissé l'extraction d'Unreal automatique, il aurait extrait le truc et la potion ne se déplacerait pas comme ça. Donc ça permet d'ajouter des effets. Et si on a notre cadre spécifique pour les sprites, on peut commencer à faire bouger finalement la potion comme on veut. Donc ici, ça va un petit peu vite. Donc frames per second, je vais mettre ça à 10. Voilà. Et du coup, il ne nous reste plus qu'à ajouter ça à notre BP Potion. Donc je vais fermer ça. Et ici, dans le BP Potion, je vais venir cliquer sur le Add et je vais choisir Flipbook et je vais prendre Paper Flipbook. Ce truc-là. Donc là, je prends le Paper Flipbook et ici, dans Source Flipbook, cette partie-là, je vais cliquer dessus et je vais taper Potion. Je vais prendre le PFB Potion. Donc là, elle est légèrement petite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais changer son scale. Là. Je vais mettre un scale de 3,5. Alors les valeurs que je donne, c'est des valeurs que j'ai travaillées juste avant, justement. Je sais exactement quelle valeur il faut mettre. Donc, vous ne dites pas que j'ai vu et je me suis dit, ah tiens, 3,5, ça va être bon. Non, j'ai préparé. Je compile. On m'a souvent demandé, en fait, mais comment tu sais qu'il faut être 3,75 exactement? Je dis, bah oui, j'ai des scripts, je les prépare et ça me permet de vous donner quelque chose de manière la plus propre possible. Donc là, c'est bon. Je compile, je sauvegarde et maintenant, nous allons pouvoir créer le VFX de notre potion. Alors, donc maintenant, nous allons créer le VFX pour pimper l'apparence de notre potion. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y a de la fumée qui sort de la potion. Et du coup, plutôt que de créer un nouveau VFX, je vais vous montrer comment utiliser les paramètres de VFX pour réutiliser des VFX déjà créés. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un CTRL espace et je vais ouvrir. Je vais aller dans le dossier Core, je vais ouvrir le NS Projectile, celui-là. Donc le NS Projectile, je vais vous montrer qu'on peut le paramétrer en dehors du VFX pour pouvoir justement modifier des paramètres et coller à nos différents besoins. Parce que finalement, ici on peut voir l'effet des particules qui remontent. C'est plutôt pas mal pour finalement simuler la fumée qui s'échappe de notre potion. Donc on va modifier légèrement ça de manière à ce qu'on puisse paramétrer individuellement ce VFX dans différents blueprints de manière à obtenir des effets différents. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais venir, alors si je ne me trompe pas,
comment est-ce que ça a changé? Voilà, ici, je vais venir dans Parameters, d'accord? Si vous n'avez pas cet onglet, vous allez venir dans Window et vous allez choisir, alors si je ne me trompe pas, c'est Parameters, voilà, celui-là. Ok? Donc là, ici, vous avez User Exposed. Ce sont les variables de l'utilisateur. Donc ici, on va créer plusieurs variables pour des paramètres qui vont être intéressants à modifier. Donc dans un premier temps, je vais venir cliquer là. Je vais choisir ici, il va vous demander quel type de variable est-ce que vous voulez créer. Donc je vais faire float, donc à faire. Voilà. Et je vais prendre ça, le float. Donc là, vous voyez que ça nous crée une variable user float. On va appeler cette variable drag. Ensuite, je vais créer une autre variable encore, de type float, toujours, et je vais l'appeler lifetime max. Ensuite, ici, je vais cliquer encore sur le petit plus, je vais taper float, et cette fois-ci, je vais appeler ça lifetime min. Voilà. Et enfin, je vais ajouter une dernière variable de type float, et je vais l'appeler cette fois-ci spawn rate. D'accord? Donc, ce sont ces paramètres-là que nous allons vouloir modifier. Donc, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais compiler et ensuite, je vais venir ici à tous les endroits où nous avons utilisé ces différents noms. Donc, le drag, dans un premier temps, nous allons venir ici dans cette partie-là, vous avez le drag. Donc là, le drag, il est à 1. Je vais prendre ça et je vais le glisser directement sur le drag. Ça va permettre de dire, ben voilà, à partir de maintenant, c'est ce paramètre, c'est cette valeur de paramètre qui va permettre de définir le drag. OK? Ensuite, une fois que c'est fait, on a le lifetime max et le lifetime min. Ces trucs-là sont définis dans le module Initialize Particle. Donc, je vais cliquer sur Initialize Particle ici. Et là, vous avez tout en haut lifetime min et lifetime max. Donc, je vais prendre le lifetime min et je vais le glisser dans le lifetime min et le lifetime max dans le lifetime max. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le spawn rate. Donc, c'est celui-là. Je vais venir ici dans Emitter Update qui est disponible là et vous allez prendre Spawn Rate. Donc dans Spawn Rate ici, vous allez venir prendre le Spawn Rate qui est là et vous allez le glisser sur ce truc là pour dire maintenant c'est ce paramètre là. D'accord? Donc là, c'est bon. Une fois que je les ai sélectionnés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici dans User Parameters. Donc NS Projectile, User Parameters. Vous allez cliquer dessus. Alors non, c'est pas là. C'est plutôt... alors, comment est-ce qu'on définit déjà? Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Si, ça a changé depuis la version 5.2, ça ne se passe plus ici, mais ici. Donc là, vous voyez que nous avons nos différentes variables qui apparaissent là. Et donc, on va changer les paramètres. Le drag, on va mettre ça à 1 pour remettre un peu les paramètres du projectile, finalement, ce qu'on avait utilisé de base. Lifetime max, vous allez mettre ça à 0,5. Lifetime min à 0,25. Et le spawn rate, vous allez mettre ça à 100. Et donc là, automatiquement, on a notre VFX qui a repris sa forme initiale. D'accord? Donc là, c'est bon. Et maintenant que nous avons créé ces paramètres, vous allez voir que ça va être très facile de les modifier directement depuis les blueprints. Donc pour le projectile, ça ne va rien changer. Si je vais dans le viewport du projectile, tout est toujours similaire, il n'y a pas de souci. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais aller maintenant dans le BP Potion. Et là, je vais faire un clic droit sur Add. Sur Add et je vais taper Niagara. Et je vais prendre, hop, le Niagara Particle System Component. Donc, je vais sélectionner ça. Donc là, il m'a ajouté le NS Projectile automatiquement. Et avant de le placer correctement, vous allez venir ici sur la droite et vous allez voir que vous avez les User Parameters, Drag, Lifetime Max, Lifetime Min et Spawn Rate. Donc là, le Drag, on va mettre ça à 0,25. Lifetime Max, on va mettre ça à 2. Voilà, la durée de vie maximum. Le Lifetime Min, on va mettre ça à 1. Comme ça, au moins, les particules vont durer plus longtemps. Et le Spawn Rate, nous allons mettre ça à 20. Donc, il y a un peu moins. Et maintenant qu'on a ça, on va pouvoir monter le système de particules. On va le mettre au niveau du goulot, là, ici, comme ça. Voilà. Et du coup, là, ça nous donne un effet de fumée. Donc là, je vais compiler, sauvegarder. Je vais aller dans le level. Et ici, je vais venir placer ma potion. Donc, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais mettre la potion dans le level. Donc, BP potion, celui-là. Je vais le glisser là. Voilà. Je vais l'aligner, bien sûr, sur l'axe Y, là, juste derrière moi. Cet endroit-là, je vais le mettre à 0. Et là, si je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'on a bien notre particule qui fonctionne avec notre potion qui est bien placée ici. Donc là, maintenant que ça s'est fait, nous pouvons passer à la suite. Alors maintenant, il ne nous reste plus qu'à coder la logique qui va nous permettre d'activer le tir de projectile chez le joueur lorsqu'il va ramasser la potion. Alors comment est-ce que je vais faire ça? Je vais appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le BP potion, je vais double-cliquer ici. Et là, je vais sélectionner le Sphere Collision. Donc la collision, je vais venir tout en bas,
Et dans les collisions, ici, nous allons modifier légèrement les paramètres. Alors, Generate Overlap Events, vous allez laisser tel quel. Get Character Step Up On, vous allez laisser ça tel quel. Et ici, dans les Collision Presets, vous allez cliquer sur ça et vous allez choisir Custom. Vous allez cliquer sur Ignorer tout. Alors, je vais mettre sur la gauche, ici. Vous allez ignorer tout et vous allez mettre le Pawn. Ici, vous allez mettre ça en Overlap. Pour dire, on ignore tout le reste du level, du jeu. C'est que lorsque un pawn va venir sur ce truc-là, qu'on va lancer un overlap. D'accord? Donc là, c'est bon. Et maintenant, je vais venir ici, je vais choisir On Component, Begin Overlap, pour dire, écoute, voilà, je veux paramétrer quelque chose lorsque un objet va venir overlapper ma potion. Donc je me remets sur la droite. Et donc ici, comme on l'a dit, ce ne sont que les pawns qui vont pouvoir overlapper la potion. Et maintenant, nous allons pouvoir ajouter une logique, lorsque nous allons overlapper la potion. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, lorsqu'on va overlapper la potion, on va vouloir vérifier l'autre acteur, le other actor. On va vérifier est-ce que c'est le scientifique. Et comment est-ce qu'on va faire ça? On va utiliser le cast. Et donc là, du coup, je vais tirer un câble depuis le other actor pour tester le scientifique. Et pour le faire, on va faire un cast BP _ scientist. Je vais prendre le BP cast to BP scientist. Je vais cliquer ici. Et ça permet de vérifier si on a bien affaire au scientifique. Si c'est le cas, on va passer par ici. Si ce n'est pas le cas, on va passer par là. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que si c'est le scientifique qui overlap la potion, dans ce cas-là, je veux activer le tir de projectile. Donc je vais taper Enable Projectile. Donc pour rappel, Enable Projectile, c'est la fameuse fonction. Donc là, je vais double-cliquer ici. C'est la fameuse fonction qui permet d'activer le tir de projectile chez le scientifique. D'accord? Donc je remets dans le BP Potion. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dès qu'on a ça, on va activer le tir de projectile chez le player. Ensuite, tant qu'à faire, on va jouer un petit VFX. Donc je vais faire Spawn System at Location. Ici, je vais jouer le système d'explosion, tant qu'à faire, NS Explosion. Et à quelle position? Ici, je vais tirer un câble, je vais faire un Get Actor Location. Pour prendre la position de la potion. On va faire apparaître un projectile à la position de la potion. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, ici, je vais tirer un câble, je vais faire un Spawn Sound 2D. Et je vais jouer le Power Up. Donc Spawn Sound 2D ici, je vais tirer un câble, je vais cliquer, et je vais taper Power, et je vais prendre Power Up. C'est un petit son que j'ai créé, qui va donner l'effet d'un Power Up. Ensuite, ici, je vais déplier ça, on va changer le volume, on va le mettre à 0,6. Voilà. Et le pitch, on va le diminuer légèrement, on va jouer ça, le son un petit peu plus grave. Voilà. Et enfin, on va détruire la potion. Donc, je vais tirer un câble, je vais faire un Destroy Actor. Donc ici, pour rappel, donc, quand quelque chose va overlapper la potion, on va vérifier est-ce que c'est le scientifique. Si c'est le scientifique, ok. Dans ce cas-là, je vais activer le tir de projectile du côté du scientifique. Je vais faire apparaître un système d'explosion pour donner l'impression que la potion a explosé. Je vais jouer un petit son et je vais disparaître. D'accord? Donc là, je vais sélectionner ça, je vais mettre un petit commentaire et je vais taper active la compétence tir de projectile du héros. Voilà. Active la compétence tir de projectile du héros. Donc là, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder. Je vais réactiver le son, en espérant que Discord ne sonne pas d'ici là. Je vais lancer le jeu. Et regardez, dès que je vais ramasser le projectile, alors déjà là, je tire, il ne se passe rien. Dès que je saute, on a la petite musique de Power Up qui est apparue. Et maintenant, je peux tirer des projectiles. Donc là, on va le faire. Et voilà, je peux tirer des projectiles une fois que j'ai ramassé la potion. Alors pour terminer la leçon, il ne nous reste plus qu'à implémenter l'objet destructible, donc c'est la caisse qui va se détruire après avoir reçu un certain nombre de projectiles. Alors cette caisse, elle va être un cube, et vu que beaucoup d'objets dans notre jeu vont être des cubes, nous allons créer une sorte de blueprint, une classe parent, qui va représenter un bloc, et on va pouvoir ajouter des fonctionnalités sur ce blueprint parent, telles que par exemple changer la texture ou des choses de ce style-là. Donc ici, je vais appuyer sur CTRL espace, je vais venir dans le dossier Material Library, et je vais ouvrir le Material M-Block que nous avons créé plus tôt dans cette formation. Donc ici, vous voyez qu'on a un paramètre texture. Donc nous, on va créer un blueprint qui va permettre de changer cette texture directement depuis le blueprint. Donc là, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais aller dans le dossier Core. Et ici, je vais faire un clic droit. Je vais choisir Blueprint Class.
et je vais choisir la classe actor. Je vais appeler ça BP underscore block underscore master. Donc ça va être la classe parent block. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un cube. Donc add, je vais choisir cube ici. Et je vais le mettre en route ici. D'accord? Donc pour rappel, c'est un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir là sur la droite, dans les matériaux. Je vais choisir mon matériel M-block, celui-là. D'accord? Donc pour rappel, dans le matériel M-block, il est composé d'un paramètre de type texture que nous allons changer du coup ici directement à la manière de ce qu'on a fait avec les power blocks. D'accord? Donc ici, je vais vous montrer comment changer le paramètre de texture directement depuis le blueprint du block master. Donc pour ce faire, ce que je vais faire, c'est venir ici dans Functions. Je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter une nouvelle fonction et je vais l'appeler Update Texture. Alors cette fonction-là, elle va permettre de changer la texture qui est assignée directement au matériel M-block. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais venir prendre le cube. Voilà. Et ici, je vais tirer un câble, je vais faire Create Dynamic. Et je vais prendre Create Dynamic Material Instance. Voilà. Le Create Dynamic Material Instance, ça va créer une sorte, de copie du matériel qui va être assigné directement au cube, là, du coup, vu qu'on a sélectionné le cube. Et depuis cette copie, on va pouvoir modifier dynamiquement la texture qui lui est assignée. Les paramètres, pas forcément la texture, mais même carrément tous les paramètres que nous avons créés à l'intérieur. Et il se trouve que dans le matériel en question, nous n'avons créé que ce paramètre pour le moment. Nous allons en créer d'autres plus tard, mais du coup, on peut accéder à ce paramètre qui s'appelle du coup texture pour modifier son apparence. Donc ici, je vais revenir dans le BP Block Master. Et là, vous allez voir que si je tiens un câble depuis ce truc-là, donc là, c'est l'instance dynamique, on va dire, du matériel. Je vais taper cette texture. Et là, vous voyez qu'on a cette texture parameter value, ce truc-là. Donc, je vais cliquer dessus. Et là, il va me dire, bah écoute, qu'est-ce que tu veux changer comme paramètre? Donc ici, on a mis node, mais en gros, il faut qu'on mette le nom du paramètre qu'on veut changer. Le paramètre, encore une fois, de type texture. Donc si je vais ici, on a notre paramètre de type texture qui s'appelle parameter name, ici, texture. Donc je vais prendre ça. Je vais copier. Alors attention, respectez bien la casse, il faut que ce soit mis en majuscule, donc le T en majuscule et le reste en minuscule. Il faut respecter exactement la casse que vous avez choisie pour vos paramètres. Donc ici, je préfère en général sélectionner ça et faire un CTRL-C pour copier. Et ensuite, je viens dans le block master ici, et là, je vais venir coller dans le paramètre name le mot texture. Voilà. Ensuite, ici, bien sûr, on peut choisir les différentes textures qu'on va appliquer. Mais juste histoire d'aller plus loin dans la démarche, on va faire en sorte que cette texture soit mise en paramètre dans le Update Texture. Donc là, je vais sélectionner la value ici. Je vais venir ça et je vais glisser là pour faire un Add Pin to Node. Et là, vous voyez qu'automatiquement, ça nous a ajouté la texture. Donc là, c'est bon. Je vais double-cliquer ici. Voilà. Je vais mettre ça comme ça. Il y a le value, l'input, là ici, value. Je vais changer son nom, tant qu'à faire. Je vais mettre ça ici à New Texture. Voilà. Donc là, cette fonction, c'est bon. Je vais compiler, sauvegarder. Je vais venir dans le Construction Script. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Update Texture. Ici, la fonction Update Texture. Je vais brancher ça dans le Construction Script. Pour rappel, le Construction Script va être appelé juste avant que l'acteur soit mis vraiment dans le level. Et donc ici, je vais faire un clic droit sur le New Texture. Je vais faire Promote to Variable. Je vais appeler ça Texture. Donc Texture. Ici, je vais activer l'œil pour pouvoir changer à la volée ce paramètre-là. Je vais compiler. Et ici, je vais lui assigner donc à faire une texture, on va dire la texture Power Block. Je vais taper Power. Plutôt Power. Voilà, Power Block, celui-là. Power Block. Donc je clique sur ça. Je compile et regardez si je vais dans le Viewport ici. Voilà, automatiquement, la texture a changé. Donc si je change, vous voyez qu'on peut mettre ce qu'on veut. Donc là, je fais Power Block. Voilà, je remets ça. Et du coup, une fois que ça c'est fait, je vais venir compiler. Je vais dans le Viewport. Je vais prendre ça, le Player Start et la potion. Je vais les éloigner. Donc je maintiens la touche Shift et je les éloigne. La touche Maj de mon clavier. Et là, je vais venir placer un bloc Master ici. Voilà. Comme d'habitude, je vais le centrer en Y. Donc là, l'Y qui est juste derrière moi, je vais le mettre à 0. Voilà. Et ce qui est cool, c'est que si je le sélectionne, c'est pareil. Ici, je peux changer sa texture
à la volée en fonction de mes besoins. Donc là, maintenant que c'est fait, on va pouvoir créer notre caisse. Alors maintenant que tout est correctement paramétré, nous allons enfin pouvoir créer notre caisse destructible. Pour ce faire, je vais appuyer sur CTRL espace. Et comme la caisse va hériter de la classe BlockMaster, je vais faire un clic droit. Je vais venir sur Create Child Blueprint Class. Et là, je vais appeler ça BP underscore block underscore create. Donc, ça va être une classe qui va hériter de la classe BlockMaster. D'ailleurs, vous voyez que ça a la même apparence du coup. Et ce qu'on fait, je vais ouvrir. Et donc, on aura exactement les mêmes propriétés. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Comme nous avons paramétré dans le construction script de la classe parent, donc BlockMaster, le fait de changer la texture, on va pouvoir changer la texture de manière dynamique directement ici. Donc là, je vais cliquer sur ça et je vais venir chercher. Alors, tant qu'à faire ici, ça s'appelle voilà T underscore create underscore idle. D'accord? Donc vous voyez là ici derrière ma tête T create idle, vous allez cliquer dessus et voilà, et vous avez directement votre apparence de caisse. Donc create, ça veut dire caisse. Alors tiens, je vais venir, je vais faire un clic droit, close other tabs pour tout fermer le reste là. Je vais compiler. Et du coup maintenant, on veut que cette caisse ait des points de vie et que lorsqu'elle est touchée par des projectiles, elle se fissure puis se détruit. D'accord? Donc nous allons lui ajouter, pour le coup, on va dire 4 points de vie. Et il faudra que 4 projectiles soient lancés sur cette caisse pour qu'elle se détruise automatiquement. Donc ici, je vais venir dans Variables et je vais ajouter une nouvelle variable. Cette variable, je vais la changer, je vais la mettre de type integer, en entier, et je vais la renommer en health points. Donc les points de vie. Je vais compiler. Et ici, la valeur par défaut sur la gauche, je vais mettre ça à 4. Voilà. D'accord? Donc là, je me remets sur la droite. Et du coup, pour pouvoir faire tomber ces points de vie, on va faire en sorte que les projectiles puissent faire des dégâts à la caisse et plus généralement qu'ils puissent faire des dégâts à tout ce qu'ils touchent. D'accord? On veut que les projectiles fassent des dégâts à tout ce qu'on veut, à tout ce dont on veut faire des dégâts. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que nous allons créer un blueprint interface damageable que nous allons ajouter à tous les acteurs qu'on veut qu'ils soient influencés par les projectiles. Donc ici, je vais appuyer sur CTRL espace. Je vais venir ici, donc dans le dossier core toujours, je vais faire un clic droit. Je vais choisir Blueprint, et ensuite Blueprint Interface, ici. Et je vais appeler ça BPI underscore damageable. Donc des objets auxquels on peut faire des dégâts. Donc il nous suffira de placer ce Blueprint Interface sur les objets qu'on veut qui reçoivent des dégâts, et ils vont permettre d'avoir la fonctionnalité correspondante. Donc ici, je vais double-cliquer sur BPI damageable. Et là, cette nouvelle fonction, je vais l'appeler Take Damage. Voilà. Je vais compiler ça, et c'est tout ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin d'input ni d'output. On va juste partir du principe que dès qu'on prend des dégâts, on perd un point de vie à chaque fois. D'accord? Donc là, je vais fermer ça. Je vais revenir dans le BP Block Create, et là, nous allons ajouter l'interface à cet acteur. Donc ici, je vais venir dans Class Settings. Et là, vous avez Implemented Interfaces, donc derrière moi, hop, ici et là, voilà. Implemented Interfaces qui est disponible juste là. Vous allez cliquer sur ça, le add, et vous allez taper BPI, et vous allez choisir le BPI Damageable, cette partie-là. Vous allez cliquer dessus, et donc là, maintenant, vous avez l'Event Take Damage qui est disponible ici. Donc, je vais faire un clic droit, je vais faire Implement Event, et maintenant, nous allons pouvoir implémenter le fait de recevoir des dégâts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour recevoir des dégâts, ça va être relativement facile. Ici, je vais prendre les points de vie, donc les health points. Et à chaque fois qu'un projectile va toucher la caisse, il va faire appel à cette fonction-là. Donc ici, je vais prendre les points de vie et je vais leur retirer 1. Donc, je vais tirer un câble, je vais faire moins. Decrement int, ce truc-là. Decrement int, ça va permettre de prendre la valeur de l'entier et lui retirer 1. OK? Donc, je vais mettre un petit commentaire bulle pour ne pas oublier. Je vais taper retire un PV à chaque fois qu'un projectile touche la caisse. Retire un PV à chaque fois qu'un projectile touche la caisse. Donc, dès qu'on lance un projectile, on retire des points de vie et ensuite, il faut qu'on vérifie si la caisse doit être détruite ou non. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est simple. Ici, on a la nouvelle valeur qui est stockée à ce moment-là dans Health Points. Je vais tirer un câble, je vais faire inférieur ou égal à 0. On va dire, est-ce que c'est inférieur ou égal à 0? Donc, ça veut dire, est-ce qu'il y a moins
2 points de vie, enfin, est-ce qu'on n'a plus de points de vie. Pourquoi est-ce qu'on fait tout le temps inférieur ou égal à 0 et pas égal égal? J'en ai parlé dans mon autre formation, mais en fait, imaginez qu'on fait, je sais pas, quelque chose comme 2 dégâts par projectile et qu'il reste 1 point de vie à la caisse. Si on fait égal à 0, ce qui va se passer, c'est que quand on va lui retirer 2 points de vie, on va tomber à moins 1. La caisse aura moins 1 PV. Et comme on sera à moins, on ne sera pas égal à 0. Moins 1 n'est pas égal à 0 et donc on ne pourra pas dire que la caisse est censée être détruite. C'est pour ça que par précaution, à chaque fois qu'on descend les points de vie, ici on vérifie plutôt si c'est inférieur ou égal à 0 parce qu'on peut avoir des points de vie négatifs. Ok? Donc là je vais prendre ça, je vais supprimer ça. Ici je vais tirer un câble et je vais faire un branch. Voilà. Et je vais brancher ça là. Oups, alors pourquoi il a supprimé? Je sais pas. Je remets ça ici. Voilà. Et là, je vais mettre un petit commentaire bulle. Je vais appeler ça « Si on n'a plus de PV ». Donc, si on n'a plus de PV, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, c'est simple, on va détruire la caisse. Et tant qu'à faire, on va jouer notre fameux système de particules d'explosion. On va le mettre partout, ça va donner un effet d'explosion dans tous les sens. Et là, ici, je tiens un câble. Et je vais taper « Spawn System at Location ». Donc, faire apparaître un système Niagara à une position définie. Donc là, je vais déplier ça et je vais choisir NS Explosion. Et à quelle position est-ce qu'on va faire apparaître? On va faire apparaître ça à la position de la caisse, justement. Donc là, je vais tirer un câble. Oups. Et je vais faire un Get Actor Location. Voilà. On fait apparaître un système de particules à la position de la caisse. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est simple, on va détruire du coup la caisse. Destroy Actor. Donc là, c'est bon. Et donc techniquement, à ce stade-là, lorsque le projectile n'aura plus de points de vie, la caisse n'aura plus de points de vie, elle va être détruite. Donc c'est cool et tout, mais là, nous on aimerait ajouter une autre fonctionnalité. On voudrait en fait que finalement, lorsque la caisse va avoir un certain nombre de points de vie, donc là elle en a 4, on va dire que dès qu'il lui reste que 2 points de vie, on veut changer la texture. On veut ici que la texture elle passe à une texture de type fissuré. Donc là si je vais ici, Create, je fais Create Cracked, on veut passer à cette texture-là. Ok? Comme si la caisse est sur le point de se fissurer, et ça permet toujours de montrer, de faire on appelle ça des cues en anglais, ça permet de montrer un feedback comme quoi l'action que nous avons fait a eu un impact sur l'objet en question. D'accord? Donc ici, l'objet, à la base, quand il a tous ses points de vie, on va lui mettre ça, et dès qu'il a presque plus de points de vie, on va lui mettre ça. D'accord? Donc ici, je vais remettre ça à Create Idle, et donc on va vouloir que la caisse passe à l'état fissuré lorsqu'elle a atteint un certain nombre de points de vie. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez là, si on n'a plus de points de vie, on passe par là. Mais du coup, si on passe par ici, ça veut dire qu'il nous en reste. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va passer ici, on va éloigner ça, c'est la partie qui permet de détruire la caisse. Par contre, si jamais il lui reste des points de vie, on va faire un branch. Et on va lui dire, écoute, est-ce que les points de vie qui te restent sont égaux, inférieurs ou égaux à une valeur bien définie. Donc ici, par exemple, la valeur bien définie, on va dire que c'est 2 points de vie. Dès que les points de vie sont inférieurs à 2, et inférieurs ou égaux à 2, dans ce cas-là, on va mettre la texture craquée. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Ici, je vais ajouter une nouvelle variable, de type integer toujours, et je vais appeler ça crack threshold. Crack threshold, ça s'écrit comme ça. Hop, ici. Crack threshold. Ok? Crack threshold, threshold, ça veut dire une limite en quelque sorte. Donc là, ici, la limite, je vais mettre ça à 2, ici. D'accord? Sur cette partie-là, j'ai mis cette variable-là à 2 pour dire, écoute, c'est la limite des points de vie à partir desquels la caisse sera fissurée. Donc comment est-ce qu'on fait ça? Ici, on a vérifié, est-ce qu'il n'y a plus de points de vie? Et là, on passe par là et on va dire, non, il nous reste des points de vie. Et donc, on va dire, ok, dans ce cas-là, est-ce que tu es inférieur ou égal à la limite, au crack threshold? Donc, est-ce que tu es inférieur ou égal à 2? Si tu es inférieur ou égal à 2, dans ce cas-là, moi, je vais te dire, écoute, tu vas faire appel à ta fonction, je vais tirer un câble, je vais faire appel à la fonction update texture. Donc, update texture, ça va permettre de changer la texture. Et quelle texture est-ce qu'on va mettre? T-create cracked, celle-là. D'accord? Et juste histoire de pratiquer un peu par rapport à ce qu'on a fait plus tôt, ici, vous voyez, on va éloigner ça. Et en fait, le problème, c'est que là, si on est admettons, on passe à 2 points de vie, ok? On perd des points de vie, on passe à 2. Ici, on ne va pas détruire la caisse parce qu'il lui reste des points de vie. Et admettons, là, on est à 2. Crack threshold, qui est égal à 2. Ici, on va lancer la fissure. Et le problème, c'est que quand on va repasser par là et on va passer à 1,
on va vouloir rechanger la texture une deuxième fois alors que ça ne sert strictement à rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va tirer un câble et on va dire do once. Do once, celui-là. Le truc qui permet d'exécuter le code une seule fois. Donc là, on aura changé une seule fois la texture, on n'a plus besoin de la rechanger une fois qu'elle a déjà été changée. D'accord? Donc ici, je vais prendre ça, je vais mettre un petit commentaire. Je vais appeler gr la prise de dégâts lorsqu'on est touché par un projectile. Voilà, gère la prise de dégâts lorsqu'on est touché par un projectile. Donc là, je compile, je sauvegarde, et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire en sorte de pouvoir faire des dégâts directement depuis le projectile. Donc maintenant qu'on a fait la prise de dégâts du côté de la caisse, il faut que le projectile puisse faire appel à ces dégâts-là. Donc je vais venir appuyer sur CTRL espace, je vais aller dans le BP projectile, et ici, nous allons implémenter la logique qui va permettre de faire des dégâts. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? C'est simple, ici, vous voyez, donc on component hit, quand le projectile touche quelque chose, ce qu'on va faire, c'est que là, directement, on va venir vérifier l'autre acteur. Donc l'autre acteur, alors je vais vous montrer deux solutions. La première solution, le other acteur, on va tirer un câble, on va faire does implement interface. Ok? On l'a déjà utilisé, ça permet de vérifier si l'acteur implémente une interface. Donc ici, je vais cliquer, je vais taper BPI. Je vais prendre BPI damageable, ça permet de dire est-ce que l'acteur a l'interface damageable de brancher. Donc je vais mettre ça à branch, mettre ici, et donc si il a l'interface de brancher, dans ce cas-là, l'autre acteur, on va faire appel à sa fonction take damage. Take damage parce que justement, il a l'interface de brancher. Donc ça c'est cool, je vais mettre ça ici, voilà, je vais faire de la place là, et ça ici, et je vais brancher ça là. Du coup, si jamais l'acteur n'implémente pas l'interface, on va détruire quand même le projectile. Ok? Donc ça, c'est cool, c'est une première version, mais je vais vous montrer une version beaucoup plus simple. Ça va être assez facile, vous sélectionnez tout ça, vous appuyez sur la touche Maj de votre clavier et vous supprimez. C'est littéralement tout ce qu'on a à faire. En fait, cette version-là, il faut savoir un truc, c'est que les interfaces, il me semble que je n'ai pas encore parlé de ça, mais en fait, les interfaces, vous n'êtes pas forcément obligé de tester si l'interface est implémentée ou non. Automatiquement, ce qui se passe en arrière-plan, c'est que lorsqu'on va envoyer ce message-là, on va dire, écoute, si tu as l'interface, automatiquement, tu vas faire appel à cette fonction. Si tu ne l'as pas, c'est pas grave, tu n'appelles pas. D'accord? Donc là, c'est bon. Et ici, je vais mettre un petit commentaire. Hop. Et je vais taper détruit le projectile et fait des dégâts à l'acteur touché s'il implémente l'interface damageable. Détruit le projectile et fait des dégâts à l'acteur touché s'il implémente l'interface damageable. Donc là, je vais compiler, sauvegarder, je vais aller dans le viewport. Ici, nous allons supprimer ce bloc-là. On n'en a plus besoin. Et cette fois-ci, nous allons placer notre caisse. Donc, elle est là, le bloc create. Je vais le mettre là. Je vais le mettre en haut, j'appuie sur la touche fin de mon clavier pour le descendre. Et ici, le 47, je vais mettre ça à 0. Donc, Y, je vais mettre ça à 0. Et on va pouvoir tester tout ça. Donc, la caisse est dispo. Je lance le jeu. Donc là, je mets en plein écran. Je vais venir ici, je ne peux pas tirer de projectile. Je saute. J'attrape la potion ici. Et maintenant, si je clique, 1, 2, voilà. Vous voyez, là, elle se fissure. 1 et 2. Et là, automatiquement, la caisse est détruite. Donc, on va relancer ça une autre fois pour admirer le résultat. Donc, je clique 1, 2, 1 et 2. Et donc, ça y est, notre objet destructible et le tir de projectile ont été implémentés. Et du coup, dans la prochaine leçon, nous allons implémenter la zone de fin qui va lancer la séquence de victoire une fois que le player l'aura atteint. Donc, on aura une porte. Et dès que le player va traverser cette porte, on va lancer la fin du jeu qui va demander si on veut recommencer le jeu ou quitter le jeu.